Quand tu vas bien, c'est chiant. Okay. Si tu vas bien, c'est presque trop monotone. La liberté, c'est aussi quelque chose que si je te donne la liberté, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour ça que la montre est tellement importante pour moi. Aucune poisson ose rentrer dans la pénuse de Mygon. Hein? Salut les calibrés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en compagnie de Mycorn. Alors je vous préviens, on est arrivé il y a 5 minutes, il est déjà en train de pas mal nous chahuter. Jérémy s'est fait frapper, je me suis fait frapper. Bon, ça va être une interview, je pense, assez intéressante. Attention, je fais box time moi. Ouais, moi je pour full box time, c'est pour les petites natures, ouais. Cette vidéo a été tournée au Watches and Wonders où Panerai nous présentait ses dernières nouveautés, mais comme vous vous en doutez, quand on est en présence d'un des plus grands aventuriers du monde, on ne veut pas en perdre une miette et on a plutôt envie de lui poser des questions sur le sujet qu'il maîtrise le mieux, ses incroyables aventures. Alors, avant de retrouver notre interview avec Michael, laissez-moi donc vous présenter rapidement quelques sorties Panerai, comme par exemple cette submersible 44 Luna Rossa T Ceramitech. Aussi appelée la PAM 01466 ou la PAM 01543 si vous optez pour le cadran blanc, elle est équipée d'un mouvement automatique, le P9000 qui propose une réserve de marche de 3 jours, le boîtier de 44 mm est donc en T-Ceramitech, un alliage de titane qui a subi un procédé breveté de céramisation, ce qui donne au boîtier cette teinte bleuie. Comme toute vraie plongeuse qui se respecte, on retrouve une lunette rotative unidirectionnelle et la pièce annonce une étanchéité jusqu'à 500 mètres. Sur le cadran, on retrouve de gros index luminescents en applique, un sous-cadran de petites secondes à 9 h et un guichet de date à 3 h. Le bracelet mélange caoutchouc et tissu et se dote de la fameuse ligne Luna Rossa, ajoutant une touche distincte et sportive très sympa. Prix catalogue, 16 900 €. Dans la même veine, on a aussi découvert la PAM 01565 Online Exclusive, une version en acier de 42 mm et étanche à 300 mètres de cette submersible un peu plus compacte. C'est une édition limitée à 300 pièces au prix catalogue de 11 500 €. Autre lancement sympa, cette submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM 01507, entraînée par le même mouvement que les pièces précédentes, auquel a été ajouté un module GMT, ce qui permet le suivi de 2 fuseaux horaires simultanément. Le boîtier reste à 42 mais est en titane satiné, l'étanchéité revient à 500 mètres et on retrouve le cadran bleu satiné, la petite seconde, le guichet de date et le bracelet de la PAM 01466. Prix catalogue, 12 500 €. Et ils ont aussi un tourbillon qui ne rigole mais alors pas du tout, mais ça on en reparle juste après. D'ailleurs, on a la montre officielle de Mycorn, la montre qu'il porte lui-même en expédition, donc merci pour le prêt. Tu m'as dit que tu me l'as passé, tu m'as pas dit que c'était un prêt. Parce que Panerai ne me donne pas les montres, il me prête. Sur le long terme. Sur le long terme, et puis après, il reprend les montres après les expéditions, et puis c'est gardé dans l'archive, et puis chaque montre qui a fait l'expédition retourne chez Panerai. Ok, puis ça, il me semble que tu as une montre unique pour chaque expédition, donc tu en es à la 6e. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 au musée Panerai ou je ne sais où, et la 6e à mon poignet. C'est toi qui génial. Alors il y a une question, je suis obligé de te la poser pour les gens qui vont arriver sur cette vidéo. On en avait déjà parlé puisqu'on avait fait une vidéo sur ta collection, mais tu n'étais malheureusement pas présent il y a de ça 3 ans. Et on avait parlé de la petite anecdote ou comment est-ce que tu as créé ce partenariat avec Panerai. Je sais que tu es passé sur la chaîne d'un copain qu'on salue, Franck, il n'y a pas longtemps, tu l'as re-raconté, peut-être que tu en as un peu marre, mais elle est tellement sympa que pour rentrer dans le contexte, je pense que ça peut être pas mal. Oui, en fait, ça arrivait complètement par hasard. Je savais que Panerai existait parce que je suivais un peu les militaires italiens. Tu as été militaire toi-même? Et j'étais aussi militaire, et puis après, je regardais un peu les instruments que les militaires utilisent, et puis je savais que Panerai existait. Et puis, de Milan, il y a un peu des Oscars dans le monde du sport qui s'appelle The Laureus World Sport Award. C'est un prix qui est donné aux meilleurs sportifs mondiaux dans 7 catégories différentes. Et moi, j'ai gagné des catégories du sport extrême. Okay.
alternative, du sport alternatif que dans un stade et puis sur un terrain. Et c'est justement en sortant de cette remise de prix que M. Johan Robert, qui est le patron du groupe Richemont, arrivait derrière moi, il me prit comme ça, c'est un sacré bonhomme. Donc toi tu nous attrapes comme ça, mais quand c'est le groupe Richemont, c'est eux qui t'attrapent comme ça. Donc il y a toujours un plus fort que soi. Et puis il a enlevé sa montre, qui était une Panerai, il l'a mis autour de mon bras et puis il a dit mais depuis aujourd'hui tu vas porter que des Panerai. Okay. Et ça c'est une relation qui a commencé il y a 23 ans. Ouais. Depuis 23 ans, ça commence à faire beaucoup d'années, plus de 20 ans. Tu es fidèle du coup à la marque Panerai qui te suit dans toutes tes explorations. En parlant d'exploration, nous on a un aventurier professionnel puisque généralement quand il y a un sujet qu'on ne maîtrise pas à 100%, on aime bien s'équiper de gens qui connaissent un peu mieux que nous. C'est un aventurier qui bosse avec nous sur certains sujets qui s'appelle Dylan Trekking. Salut tout le monde, je suis Dylan, aventurier professionnel et vous êtes sur Le Calibre. Il m'a aidé un peu à faire quelques questions pour toi parce que voilà, on va essayer de rentrer un peu plus dans le dur pour voir vraiment les montres dans les conditions. D'ailleurs, c'est un grand fan de ton travail et il disait que quand il avait fait, lui, il a fait une exploration au Canada. Il a traversé le Canada à pied. Et il disait que ton livre, justement, a bien réconforté dans tous ces moments où il était un peu, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que tu le sais mieux que personne. Pour vous donner une idée de ce que ça fait de passer une nuit par moins 52, moins 52, tout s'arrête autour de vous. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc voilà, on fait un coucou à Dylan qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a participé à quelques questions. Et justement, en parlant de ta philosophie, de Panerai, etc., j'ai vu dans une vidéo, alors je ne saurais plus dire laquelle, c'est peut-être avec Seb ou peut-être avec Franck, tu disais il y a 30 000 jours dans une vie, et du moment où tu as compris ça, tu as eu une seconde vie, entre guillemets. Est-ce que tu connais le concept du Memento Mori, où tu sais, tu as un calendrier où tu coches chaque semaine, etc. Tu le fais toi-même? Non, pas du tout. Je vis plus dans le moment présent. Je vis dans une philosophie qui est basée sur 4 piliers de ma vie. Et puis, je dis toujours, d'abord, il faut que tu fais ce que tu aimes faire dans la vie. Ça, c'est très important pour chaque personne. Et la moitié du temps, tu dors. Et l'autre moitié, tu travailles. Ouais. Et si tu te fais chier au boulot, ça va pas. Tu vas jamais être heureux. Ça veut dire que c'est important de faire ce que tu aimes. Après, c'est important de faire ce que tu fais bien. Tu ne peux pas faire des choses que tu ne fais pas bien parce que tu ne le fais pas avec confiance, tu ne le fais pas avec conviction. Tu vas le faire plus mal que quelqu'un qui va le faire mieux s'il fait mieux que toi. Forcément. Et là, tu perds du confiance en toi-même. Et puis après, je pense que je fais toujours des choses qui apportent un petit peu de valeur aux autres et à notre planète, indirectement. J'ai vu que tu étais bien engagé dans tout ce qui était cause écologique. De plus en plus, tu fais des stages en immersion avec des enfants, donc ça c'est génial parce que du coup, tu transmets aussi ce savoir via tes livres, via tes émissions. C'est génial. Ça apporte un petit peu de valeur aux autres qui est dans des moments un peu difficiles dans leur vie, des moments un peu perdus, pas trop sûrs de ce que je fais, en fait, ce que j'aime, ce que je fais plus ou moins bien et qui apporte ces valeurs. Je gagne un petit peu d'argent en faisant ce que je fais. Ça, c'est largement suffisant. Mais tu es riche par les souvenirs, par les émotions. Par exactement les souvenirs, l'expérience que tu as vécue devient des briques que tu construis ta maison. C'est génial. Et tu n'as pas besoin de chercher loin dans la vie. Tu dois juste trouver ces petites 4 astuces qui te permettent de gagner un peu d'argent, de vivre heureux. Suffisamment pour être heureux. Et justement, ça me fait rebondir. Il me semble que dans les années 90, c'est là où tu as commencé un peu vraiment ta carrière d'explorateur. Je dis vraiment parce que, petite anecdote, je crois que Mike, quand il avait 8 ans, il s'est tapé 300 km à vélo juste pour aller faire un foot avec ses cousins. Elle est vraie cette anecdote? À 100% vrai. Ça veut dire que quand j'ai reçu mon vélo à 8 ans, pour moi, tout était possible. D'accord. Parce que c'était qu'une question de temps. Et puis, si tu pars déjà autour de chez toi avec une seule règle que disent à 6 h du soir, tu es à la maison, je partais du week-end à 7 h du matin et puis je rentrais à 6 h du soir. Et là, je pédalais toute la journée. Et je savais très bien que si je continue de pédaler, il y a un bout d'un moment que je vais arriver là où je vais arriver. C'est qu'une question de temps. Et puis, je savais aussi bien que je ne pouvais pas le faire en un jour. Et puis, du moment quand tu essaies de faire ça, c'est que tu as déjà un esprit complètement ouvert, qu'à 8 ans, tu sais que ça va prendre du temps, mais que
c'est possible. On est souvent limité par ce que les autres disent autour de nous. Et quand quelqu'un dit mais c'est impossible, tu commences à croire ce que les autres disent. Et puis pour moi, personne ne me disait que c'était impossible. Et je croyais dans mes pensées en savant très bien que je dois pédaler beaucoup, ça va pas être facile, ça va être long et puis il faut juste y aller. D'accord. Et justement, dans les années 90, on disait que tu dis que tu as tes 4 piliers un peu. Dans les années 90, quand tu as commencé cette carrière d'aventurier, apparemment, tu aurais tout donné du jour au lendemain. Tu as pris une décision, tu t'es dit, bon, bah moi, je pars à l'aventure, j'ai plus besoin de mes biens. Est-ce qu'il y a ce côté, c'était pas un peu la première aventure quelque part, où on se dit souvent, quand on va faire une exploration, le but, c'est de se mettre en danger et il n'y a pas de point de retour. Une fois qu'on a tout laissé de côté, bah, on est obligé d'y aller. Il n'y a pas le choix. C'est comme tu pars en vélo, tu dis, bon, bah, je fais les 800 km, tu te sens un peu couillon si tu retournes chez tes parents et tu dis bon bah finalement je l'ai pas fait. Est-ce qu'il y avait ce côté où c'était un peu la première aventure, le premier saut dans le vide entre guillemets? C'est sûr que en fait tout ce qu'on possède dans la vie, c'est des attaches. En fait à la fin tu veux posséder une maison, une voiture, des bonnes choses de valeur et tout ça qui est important pour certains, mais il y a un bout de moment, si tu veux la liberté, il faut savoir que tu ne peux pas posséder des choses et être à 100% libre. Il y a un équilibre que tu dois garder. La liberté, c'est aussi quelque chose que si je te donne la liberté, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est aussi, on ne sait pas quoi faire avec la liberté à 100% comme je le vis aujourd'hui. Ça veut dire que quand j'ai bien compris que de posséder des choses que j'ai eues, c'était bien, mais ça limitait ma liberté. J'ai dit, mais comment je vais faire pour avoir plus de liberté? D'accord, coupe ce que tu possèdes et donne tout. Et tu arrives vers un Rubicon, c'est pas nos retours que tu dises maintenant je dois être libre. Et c'est en fait dans la même façon que j'ai toujours construit ma vie. Du moment que j'ai trop, je coupe. Je remets un peu à nu et je repars avec un petit peu plus de liberté que quand j'ai arrêté. Et justement, Dylan qui a préparé les questions avec nous, il nous disait qu'une fois pendant son exploration au Canada, il était en hypothermie, il était un peu en galère, etc. Je commence à avoir des vertiges, je commence à avoir des nausées, enfin les symptômes de l'hypothermie clairement, et je m'endors en étant pas convaincu de me réveiller là pour le coup, et c'est peut-être la première fois que ça m'arrivait depuis que j'étais parti. Et il se concentrait sur l'aiguille, la petite seconde de sa montre pour rester éveillé. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça où vraiment tu dois rester focus et du coup bah, forcément la montre d'exploration, la montre outil prend tout son sens? En fait pour moi, il y a des moments que tu dois, peut-être chaque moment quand tu sors la tente, que tu dois être subconsciously dans la inconscience. En conscience, tu dois accrocher à quelque chose. Le reste, c'est les actes que tu fais pour avancer et tout ça. Mais des moments quand, en fait, tu avances pas, la glace recule, tu rentres dans une tempête et ta vie est en danger, ça m'influence que sur un seul niveau, sur un superficiel niveau. Mais in my subconscious, subconscieusement, je suis déjà accroché à des autres choses que je sais et mes expériences vécues qui vont me permettre de rester vivant. Mais je n'ai pas besoin de cette expérience quand je vis des choses ordinaires tous les jours. Ça veut dire que pour moi, c'est un peu difficile. Je ne focus pas vraiment sur quelque chose, mais je rentre dans un autre domaine de mon cerveau qui est mon cerveau de survie. Après, l'autre part, c'est mon cerveau de vie de tous les jours. Et tu arrives à faire la part des choses à chaque fois. Et chaque fois quand tu dépasses cette limite, tu décides où tu dois aller. Et puis là, tu rentres dans un domaine que j'ai vécu pendant la guerre en Afrique, que j'ai vécu pendant mes expéditions. Et dès que tu as plus de vécu, comme on dit, des briques, ça construit ta maison. J'ai vu justement dans je crois que c'est la vidéo avec Seb où tu disais, moi j'ai décidé de marcher au bord de la falaise parce que la vue est tellement plus belle. Et je trouvais que cette citation, justement, ça résumait bien ta vie. En termes de matériaux, complications sur une montre d'aventurier,
Quels sont toi tes critères quand tu fais la montre avec Panerai? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais vraiment impliqué dans le processus de création. Ce n'était pas simplement tiens Mike, on te donne une montre, va la porter et tu nous la ramènes. Quelles sont vraiment les complications où toi tu dis ça, il faut absolument que ça soit sur la montre? Et quels sont peut-être les matériaux également? C'est important de savoir que la montre que j'utilise est vraiment un instrument de navigation. Et puis quand on part pour la traversée du pôle Nord, tu pars pas avec deux montres, tu pars avec un seul montre. Tu peux pas avoir un ravitaillement non plus. Personne peut venir te larguer du matériel et une autre montre et tout ça. Ce que tu dois savoir, c'est que les cristals liquides gèlent à moins 18. Ça veut dire que tout ce qui est écran et tout ça gèle. On oublie. Tu oublies. Ouais. Tu honores la sorte arctique polaire et honores les pôles magnétiques. Les boussoles ne marchent pas, ils tournent en rond. Le seul instrument qui peut te donner une indication de direction, c'est la montre. C'est quand tu sais quelle heure tu es, où tu es, tu as la position du soleil et tu as une position des étoiles qui indique la direction où tu vas. C'est pour ça que la montre est tellement importante pour moi. Ça veut dire que si je ne vais pas vers la manufacture, et je dis, ma montre, chaque pièce doit être amagnétique, pas influencée par les champs magnétiques qui va faire gagner ou perdre du temps à ma montre parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Après, chaque seconde que ça perd ou ça gagne, je mets loin de mon objectif qui est le pôle Nord parce que 1 heure, c'est presque 15 degrés. Ouais, parce que si tu tombes sur la boussole, c'est sur le long terme. Tu peux pas. Ça veut dire qu'après, on construit notre montre autour de mes besoins. Après, je peux dire que la montre, il doit résister à moins 60. À moins 60, tu peux pas prendre une huile normale et mettre dans un huile spéciale. C'est une huile qui givre pas. Et puis après aussi, il y a un moment que tu peux plus prendre l'huile. Tu dois prendre un graphite qui est lubrification. Et ça, avec les mouvement qui est tellement délicat aujourd'hui, ça peut créer des complications dans la précision du mot. Et nous revoilà comme prévu pour le tourbillon dont je vous parlais plus tôt, le submersible tourbillon GMT Luna Rossa Experience Edition PAM 01405. Cette fois, c'est le calibre P2015T à remontage manuel offrant une réserve de marche de 4 jours grâce à ses 2 barillet qui l'entraînent. Le boîtier mesure 45 mm de diamètre et est en Carbotech, un matériau composite à base de fibres de carbone léger et résistant. Comme vous le voyez ici, sa surface noire mate est irrégulière et elle varie selon la découpe du matériau, ce qui fait que chaque montre a un aspect unique. En plus de son tourbillon à 10h30, cette pièce de voyageur grand luxe offre une complication d'heure universelle et une indication de réserve de marche à 3 heures. Sa lunette rotative unidirectionnelle est en titane avec revêtement DLC et son fond est en verre saphir, ce qui offre une vue imprenable sur le squelettage. Le rendu général est profond, complexe, sportif et agressif. Elle est étanche jusqu'à 300 mètres, pas rien pour un tourbi. Et elle est montée, elle aussi, sur un bracelet bicolore Luna Rossa, cette fois-ci plutôt gris. Son prix, la bagatelle de 195 000 €. Allez, on retourne avec Mike parce qu'il nous attend et quand on est en retard avec Mike, on risque de se prendre quelques mandales. Et alors là, je vais avoir un débat peut-être pour nous ceux qui nous suivent, c'est que de plus en plus, on dit que les montres de plongée, c'est pour les amateurs d'horlogerie, c'est pour les passionnés, mais ils ont tout le temps l'ordinateur de plongée pour la redondance, mais ils se servent la montre s'ils veulent, mais ils ont l'ordinateur. Est-ce que du coup, la montre d'exploration, t'as pas en fait de moyen de substitut de cette montre? Est-ce que potentiellement les montres de plongée qui aujourd'hui sont le plus convoitées, tu penses que d'ici quelques années, ce seront les montres d'aventuriers? Moi, je pense qu'il faut comprendre qu'un instrument de navigation qui est basé sur le fait que ça ne peut pas être digital, que la montre mécanique doit garder l'heure et que tu n'as pas tout le temps la manière de charger ta montre. C'est comme une montre qui a besoin d'une batterie ou un chargeur plus moderne. Ça va limiter tes performances. Ça veut dire que moi, je préfère d'avoir ma montre Panerai qui était fait pour moi et d'améliorer mes expériences, que je compte sur mes capacités de savoir où je suis, de navigation, et que j'enrichis mes connaissances et l'expérience qui me permettent d'avoir confiance dans mes décisions. D'accord. Pour les explorateurs qui veulent une montre tout le temps qui est digitale, qui te donne l'exact,
c'est les gens qui ne savent pas vraiment naviguer. C'est des gens qui ne savent pas vraiment faire. Des gadgets au final. Ouais, tu peux l'utiliser le dimanche. Pour tu peux l'utiliser et qui est super bien. Pas pour Mike Horn. Mais pas pour moi. Pour Mike Horn, il faut la Panerai qui résiste à tout. Il faut l'instrument de navigation qui me permet de prendre les décisions dans quelle direction je marche. Justement, il y avait une autre question de Dylan, c'est qu'il disait que sur une interview, il avait vu que tu t'étais servi de ta montre pour faire un point de descente en rappel. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? J'ai décidé de skier en face, pas trop loin de chez nous, là, qui a jamais été skié. Et puis, j'ai parti un peu à l'aventure. Comme ça, j'ai foutu tout dans la coffre de ma voiture et puis j'arrivais en fait là où il y avait la face pour choper la dernière remontée de cette remontée mécanique en benne. J'ai tout mis dans mon sac, je pense que j'ai tout mis, mais j'ai pas mis des pitons et des vis à glace. Et puis il y a un moment que tu peux skier et puis après la dernière 60 mètres c'est une falaise du coup on doit descendre en rappel. Ok. J'étais dans un couloir qui avait plus de neige et puis après arrivé vers la falaise et puis j'ai pour mon sac, je cherche mes pitons, et tant mes pitons sont pas là. Mais quand tu es dans une situation comme ça, est-ce que c'est de l'adrénaline? Parce qu'au final, c'est ce qui te rythme un peu. Est-ce que c'est de l'adrénaline ou c'est du stress pour toi? C'est justement les moments intéressants, les plus intéressants. C'est ça qu'on recherche presque. Quand tu vas bien, c'est chiant. Okay. Si tu vas bien, c'est presque trop monotone. Okay. Il y a une partie de plaisir, oui, mais c'est plus les moments difficiles qui rendent l'expédition intéressante. Et là, c'est « Ah oui, qu'est-ce que je peux faire ?» Je sais que je ne peux pas rester là, j'ai pas de pitons, j'ai plus rien. Je regarde dans les fissures où je voulais mettre les pitons et tout ça, et je voyais une fissure qui était bien comme ça. Et je dis, mais si j'enlève la montre et je passe la montre dedans, et ici je le tourne, il va coincer comme ça, et autour de la montre, je peux mettre une corde. C'est exact. Espérant que la montre ne vire pas, exact. Et que s'il a la pression sur la montre, il bouge très peu, en fait, indirectement. Et là, j'ai pris ma montre, comme ça, je l'ai passé entre la fissure comme ça, je le tourne de l'autre côté, je le baisse, et là, il ne peut plus sortir. Après, j'ai passé la corde autour, là, la montre, et je suis descendu un rappel, mais la montre va rester là-bas. Incroyable. Il y a une dernière question. On s'est vraiment concerté avec Jérémy pour savoir si on te l'a posé ou pas, parce que je pense que c'est la plus importante. Dans la vidéo, il y a 3 ans qu'on avait fait, il y a une citation. Tu dis « Les poissons qui rentrent dans le punus ». Ces petits poissons qui rentrent dans la punus, qui s'accrochent là-dedans, que tu peux pas sortir. Alors, les gens veulent savoir comment ça t'est arrivé et ce que ça fait. Parce que j'ai eu, figure-toi, beaucoup de questions sur Instagram. Ouais. Écoute, moi je disais, je sais pas les gars, moi j'ai pas de poissons qui rentrent par là, quoi. Donc, on a l'occasion de te la poser la question. Mais c'est sûr que aucune poisson ose rentrer dans la pénuse de Mike Horn. Hein? Ah, je pense que ça fera la bonne fin, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais là-bas en Amazonie, et puis les militaires m'ont essayé de m'expliquer tout ce qui peut m'arriver pour me décourager. Moi, je ne voyais pas ça comme un découragement, c'était plutôt « Ah ouais, mais comment on va faire ?» C'est un challenge. Exactement, ouais. Eh ben, merci beaucoup à toi, Mike. Mais avec plaisir. Je te libère parce que je sais que tu es très occupé. Merci vraiment de ta dispo. Merci pour la montre également. Avec plaisir. Et je te la renvoie après mon expédition. Nickel. Parfait. Merci encore. Ciao.